Avez-vous déjà ressenti que votre existence était figée, comme si chaque effort était futile malgré toute votre énergie? À l'origine de ce sentiment d'enlisement, on trouve presque toujours trois adversaires, le brouillard mental, les distractions incessantes et l'absence d'un cap précis. La sérénité et la réussite que vous désirez ne sont pas des objectifs lointains. Elles émergent ici et maintenant, dans l'acte simple d'ordonner votre esprit et votre quotidien. Les stoïciens l'avaient compris. Le désordre que nous percevons dans le monde extérieur n'est que le miroir de la tourmente intérieure que nous portons. Un esprit turbulent façonne une vie chaotique, et dans ce dédale, vous épuisez votre énergie, votre détermination, et même votre joie de vivre. Mais en choisissant d'organiser véritablement votre vie, le poids s'allège, et une force nouvelle surgit. Chaque petite décision devient une pierre solide dans l'édifice de la confiance, du sens et des accomplissements. Comme le disait Épictète, avant d'agir, déterminez qui vous aspirez à être. C'est la boussole qui transforme une idée en destin. Aujourd'hui, nous allons tracer cette boussole ensemble. 10 pratiques stoïciennes. Des outils affûtés de discipline et de clarté pour fortifier votre esprit contre l'apathie et briser la paralysie qui vous retient. Écrivez dans les commentaires, aujourd'hui, je décide d'agir. Cette affirmation marque le premier pas vers votre métamorphose. Avant de commencer, je vous demande deux choses, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, ce message touchera ceux qui cherchent plus de clarté. Pratique 1. Priorisez l'action. La question percutante d'Épictète résonne encore, combien de temps attendrez-vous pour exiger le meilleur de vous-même? Dans ses méditations, Marc Aurèle partage une réflexion puissante, nous savons ce qui est bon pour nous, mais nous choisissons de procrastiner. Nous nous disons, je le ferai plus tard, ou quand les choses seront plus calmes, quand tout sera stable, quand mon esprit sera apaisé, quand le moment sera idéal. C'est le grand mensonge que nous utilisons pour excuser l'inaction. La procrastination, comme l'écrivait Sénèque, est une habitude commune à tous les insensés. Ils vivent en se préparant, en repoussant, en inventant des excuses, en remettant à demain. Mais les esprits forts n'agissent pas ainsi. Un stoïcien n'attend pas le moment parfait. Il agit. Il puise la force, la volonté et la discipline pour faire ce qui doit être fait, et il le fait sans délai. Il ne remet ni à demain ni à plus tard. Le meilleur moment pour commencer était hier, ou parfois il y a des années. Mais le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Pensez Y concrètement, comme partager vos talents sur YouTube. Aujourd'hui, des milliers de personnes connues enseignent le tricot, la cuisine, la couture, la réparation, ou tant d'autres sujets. Elles ne sont pas forcément plus intelligentes ou plus douées, mais elles ont commencé il y a des années. Comme on dit, le premier arrivé boit l'eau la plus pure. Cela signifie qu'il faut agir pour obtenir ce que nous voulons. Il n'y a pas d'autre temps que le présent. Tout succès découle de choix faits auparavant, et toute procrastination est l'inverse. C'est comme dire, j'attendrai pour investir dans mon avenir, pour être la meilleure version de moi-même demain. Mais pouvez-vous vraiment vous permettre ce luxe? Si vous voulez des résultats demain, le mois prochain ou l'année prochaine, commencez à poser les bases maintenant. Demandez-vous, quelles actions repoussez-vous qui pourraient transformer votre vie? Ne dites pas que vous le ferez plus tard, faites-le maintenant. Sénèque nous met en garde, les insensés se préparent toujours à commencer, mais ne commencent jamais. Réfléchissez, et si, au lieu de dire « je le ferai plus tard », vous commenciez maintenant? Ne vaudrait-il pas mieux cesser d'attendre et faire le premier pas? L'avenir que vous désirez dépend des choix que vous faites aujourd'hui. Demain, vous récolterez les fruits de ces décisions. Pratique 2. Cultivez une concentration absolue. S'il existe une compétence capable de changer votre vie, c'est celle de savoir se focaliser dans un monde saturé de distractions, où votre attention est sollicitée à chaque instant. Savoir se concentrer est devenu rare, et donc précieux. Celui qui maîtrise cette aptitude possède un avantage immense, il peut construire, progresser et vivre pleinement l'instant présent. Celui qui ne la maîtrise pas est comme quelqu'un qui tente de remplir un seau percé, malgré tous ses efforts, tout s'échappe. Marc Aurèle connaissait déjà ce défi. Même sans Internet ni smartphone, il comprenait que l'esprit humain cherche toujours à fuir le présent. Son conseil était clair, concentrez-vous à chaque instant, comme un Romain, avec précision, sérieux et justice. C'est l'essence du focus, un acte de volonté, pas de hasard. Mais l'ennemi n'est pas seulement extérieur, dans le bruit des rues, les notifications du téléphone ou le chaos environnant. Il est aussi intérieur, les inquiétudes qui ressurgissent, les émotions pesantes, les pensées qui frappent sans cesse à la porte. Ce bruit intérieur est encore plus sournois,
car ils volent votre paix en silence. Sénèque le savait bien. Vivant dans une Rome bruyante, entouré des sons incessants de la ville, il écrivait à un ami qu'il avait appris à endurcir ses nerfs contre les distractions extérieures. Il disait, « Je force mon esprit à se focaliser et je l'empêche de se disperser vers l'extérieur. Le monde peut être chaotique, mais si mon esprit reste calme, aucune perturbation n'existe vraiment. » C'est le niveau de maîtrise de soi que nous devons cultiver. Ce n'est pas un don inné, mais une question de discipline, de pratique et de patience. La méditation, l'écriture quotidienne, la réflexion silencieuse, ou même se couper volontairement des distractions sont comme des exercices pour muscler l'esprit. Sans concentration, nous vivons en surface. Avec elle, nous plongeons en profondeur. Sans concentration, nous sommes balayés par le vent. Avec elle, nous devenons la racine qui soutient l'arbre. Voici votre défi, pendant les 7 prochains jours, choisissez une tâche simple chaque jour et consacrez-lui toute votre attention. Cela peut être écrire pendant 15 minutes sans regarder votre téléphone, savourer un repas sans distraction, ou écouter quelqu'un en le regardant dans les yeux sans l'interrompre. Soyez pleinement présent, sans vous disperser. Comme l'écrivait Sénèque, aucun bruit ne t'atteint, aucune parole ne t'arrache à ton centre. Cet état peut transformer votre vie. Marquez cet engagement maintenant en écrivant dans les commentaires, « Aujourd'hui, je me concentre ». Ce geste symbolique est le premier pas vers une transformation profonde. Pratique 3. Repoussez vos limites. Si nous comparons notre vie actuelle à celle d'un roi du XVIe siècle, une vérité surprenante apparaît, nous vivons avec un confort dont il n'aurait jamais rêvé. Eau chaude, médicaments, nourriture abondante, commodité à chaque instant. Mais ce confort a un coût discret, il nous endort, nous affaiblit, nous fait croire que la vie doit toujours être facile. Et quand les obstacles surgissent, car ils surgissent toujours, nous sommes souvent trop fragiles pour y faire face. Les stoïciens l'avaient compris. Dans un monde bien moins confortable, ils prenaient l'importance de s'imposer des défis volontaires, d'affronter des inconforts choisis. Car, tout comme le corps a besoin d'exercice pour se renforcer, l'esprit doit être endurci pour rester solide face aux tempêtes. Réfléchissez, un muscle inutilisé s'atrophie. Il en va de même pour votre courage, votre discipline, votre résilience. Si vous ne vous mettez jamais à l'épreuve, vous restez limité. C'est pourquoi nous devons chercher des défis intentionnels, affronter le froid sans se plaindre, déconnecter son téléphone une journée, s'entraîner jusqu'à transpirer, se lever plutôt que la paresse ne le permet. Pas pour l'inconfort lui-même, mais parce qu'en le surmontant, vous découvrez que vous êtes capable de bien plus que vous ne le pensiez. Voici un défi concret, pendant les 7 prochains jours, choisissez chaque jour une petite difficulté, physique ou émotionnelle, et affrontez-la de front. Prenez une douche froide, buvez un café sans sucre, jeûnez un repas, montez les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Ou bien demandez pardon, soyez honnête dans une conversation, supportez le silence sans vous distraire. L'essentiel est d'entraîner votre esprit à ne pas fuir l'inconfort. C'est dans cette pratique que vous forgez une véritable force. Comme l'a dit Theodore Roosevelt, une vie de confort n'est pas celle que l'on doit souhaiter. Ce qui compte, c'est une vie d'effort, de lutte, de risque et de triomphe. Relevez ce défi. En 7 jours, vous ressentirez dans votre corps et votre cœur la différence de vivre comme quelqu'un qui utilise l'inconfort comme un levier de croissance. Pratique 4. Fortifiez votre corps pour fortifier votre esprit. Cela peut sembler éloigné de la philosophie, mais prendre soin de son corps avec rigueur est au cœur de la vie que vous voulez bâtir. Négliger son corps, c'est vivre fatigué, sans énergie, à la merci du hasard. Un esprit fragile naît souvent d'un corps affaibli. Les stoïciens le savaient. Ils couraient, combattaient, portaient des charges, affrontaient le froid. C'étaient des hommes en mouvement. L'adage « un esprit sain dans un corps sain » prend tout son sens ici. Pour eux, la force mentale et physique allaient de pair. Aujourd'hui, beaucoup visent à sculpter le corps de leur rêve ou à se sentir plus fort. Pourtant, quand on pense aux philosophes, on imagine rarement des athlètes ou des guerriers, mais plutôt des figures sédentaires, voûtées, hors de forme. Or, les philosophes antiques étaient tout le contraire. Socrate était soldat, Cléante boxeur, Marc Aurèle chassait et se baignait dans les eaux glacées du Tibre. Ce n'était pas de la vanité, mais un entraînement de l'esprit. Sénèque écrivait, « Nous disciplinons le corps pour qu'il ne désobéisse pas à l'esprit. » Cette vérité est intemporelle. Quand le corps se rebelle, l'esprit s'affaiblit. Quand le corps est entraîné, l'esprit gagne en discipline. Le corps est l'armure de l'esprit.
Si vous le négligez, vous devenez vulnérable. Mais en choisissant l'effort physique, une course, un entraînement, une simple marche, vous renforcez cette voix intérieure qui dit « Je peux, je tiens mes engagements, mon esprit guide mon corps ». Votre corps rechigne à bouger, il réclame le repos, invente des excuses, tente de vous convaincre que demain sera mieux. Mais chaque fois que vous vous levez et agissez, vous ne gagnez pas seulement des muscles, mais aussi de la clarté, de la discipline et de la maîtrise de soi. C'est le vrai pouvoir de l'effort physique. Il vous enseigne que vous êtes capable de bien plus que vous ne l'imaginez. Il transforme la fatigue en énergie, le doute en confiance, la peur en force. Voici le défi, pendant les 7 prochains jours, imposez un mouvement à votre corps, simple ou intense, peu importe. L'essentiel est de l'honorer comme un pacte avec vous-même. Chaque pas dans cette pratique ne construit pas seulement des muscles, mais une âme résiliente, inébranlable, prête à affronter n'importe quel combat. Pratique 5. Libérez-vous des chaînes des vices. Sénèque, avec sa sagesse stoïcienne, nous interpelle, montre-moi un homme qui ne soit pas esclave. Il observait que même les maîtres d'esclaves portaient leurs propres chaînes, comme le fardeau de gérer des propriétés et des vies. Pour lui, la véritable servitude était mentale, non physique. Il disait, l'un est esclave du désir, un autre de l'argent, un autre de l'ambition. Nous sommes tous esclaves, que ce soit de l'espoir ou de la peur. Le chemin vers la liberté commence par reconnaître ces chaînes invisibles. Prenez conscience du pouvoir que certaines choses exercent sur vous, le café dont vous ne pouvez vous passer, les cigarettes que vous pensez nécessaires, l'habitude de vérifier votre téléphone à tout moment, l'obsession des jeux de hasard en espérant un gain. Tout ce qui domine vos pensées et vos actions a plus de pouvoir sur vous que vous n'en avez sur vous-même. Si vous ne pouvez vous abstenir de quelque chose, cette chose vous contrôle. Le point clé n'est pas l'habitude elle-même, mais la dépendance qu'elle crée. Ce besoin, ce désir incessant, doit être questionné. Certains vices peuvent être éliminés, d'autres réapparaissent sous de nouvelles formes. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui a troqué une dépendance pour une autre, cessant d'être esclave d'un vice pour se soumettre à un autre. Pour les stoïciens, c'est ce manque de liberté, cette incapacité à s'abstenir, qui cause la souffrance. Tant qu'un vice vous tient, vous ne pouvez atteindre la grandeur. Quelle que soit l'habitude, même socialement acceptée, elle ne doit pas régir votre vie. Cette année, engagez-vous à cesser d'être esclave de ce qui vous enchaîne. Commencez maintenant. Votre liberté et votre grandeur en dépendent. Pratique 6. Raisonnez avant de ressentir. Celui qui ne maîtrise pas ses émotions devient vulnérable, comme un navire sans gouvernail, ballotté par les vagues et les vents. Pire encore, ceux qui savent manipuler les émotions peuvent diriger votre vie sans que vous vous en rendiez compte. Les décisions impulsives sèment des graines de regret. La chaleur de l'émotion peut sembler irrésistible sur le moment, mais elle laisse souvent des traces d'amertume. Imaginez, un ami vous propose de lancer une affaire ensemble. L'enthousiasme vous envahit. Mais si votre décision repose uniquement sur ce sentiment, vous risquez d'ignorer des éléments cruciaux: expérience, vision, gestion des conflits menant à une amitié brisée et un projet avorté. On nous apprend à suivre nos émotions comme une boussole, mais le stoïcisme nous rappelle qu'il faut voir la réalité avec clarté, sans le voile de l'impulsion. Questionner ces émotions ne signifie pas les réprimer, mais les équilibrer avec la raison, créant un espace de liberté intérieure. Les publicités ne vendent pas des produits, mais des émotions, statut, appartenance, plaisir immédiat. Nous achetons souvent sans savoir pourquoi. Ce mécanisme influence des choix plus graves, relations, carrière, santé. Imaginez une femme endettée face à une promotion sur un sac de luxe. L'impulsion crie, c'est maintenant ou jamais. La raison murmure, ce n'est pas le moment. Si elle cède à l'émotion, elle s'enfonce. Si elle écoute la raison, elle pose les bases d'un avenir stable. Pensez à celui qui, emporté par la colère, répond à un message et ruine une relation, ou à celui qui, dans l'euphorie, dit oui à tout et se noie dans des engagements intenables. Une émotion sans filtre mène à l'erreur. Voici l'invitation, placez un filtre rationnel dans vos choix. Il ne s'agit pas d'éliminer le cœur, mais de lui donner un guide, un esprit clair. Quand raison et émotion avancent ensemble, vos décisions deviennent conscientes, non des réactions aveugles. Votre défi pour les 7 prochains jours, avant toute décision importante, prenez une pause. Demandez-vous, si l'émotion ne m'envahissait pas, ferais-je ce choix? Notez la réponse. Cette habitude simple peut éviter des erreurs coûteuses et ouvrir la voie à des décisions qui construisent votre avenir. L'émotion est le feu qui pousse, la raison la main qui guide la torche.
Ensemble, ils éclairent le chemin. Pratique 7. Forger une valeur intérieure. Rien n'est plus fragile que de dépendre de l'admiration d'autrui. Si votre valeur repose sur les applaudissements extérieurs, vous vivrez esclave. Aujourd'hui célébré, demain oublié. Sénèque nous avertit, celui qui cherche l'approbation des autres place son bonheur entre leurs mains. Dès l'enfance, nous sommes conditionnés à croire que notre valeur dépend de plaire. Un enfant félicité uniquement pour ses notes apprend à se voir à travers ses résultats. Un adulte applaudi au travail pense que c'est là qu'il est digne. C'est une prison invisible. Mesurer sa vie avec le regard des autres. Le stoïcisme nous invite à briser cette illusion, à comprendre que l'authenticité vient de la conscience de qui nous sommes, non de la condition sociale, de l'apparence ou de ce que nous offrons. Les opinions fluctuent comme le vent, un jour vous êtes encensé, le lendemain critiqué. Imaginez une statue sur une place publique. Un jour, elle reçoit des fleurs, le lendemain, des insultes. Mais la pierre reste inchangée. Soyez ainsi, ferme, solide, avec une valeur ancrée en vous, non dans les voies extérieures. Construisez votre mérite par vos actions, votre caractère, vos efforts invisibles. Le vrai bonheur naît quand vos actes sont alignés sur votre nature profonde, quand vous faites ce qui est juste, même sans témoin. Ne laissez pas l'opinion d'autrui dicter votre valeur. Le monde passera, les gens changeront, mais vous devez être le roc qui demeure. Écrivez dans les commentaires, ma valeur vient de moi. Ce geste marque la fin de votre servitude aux voies extérieures et le début d'une forteresse intérieure, la confiance en vous. Comme l'a dit Emerson, être soi-même dans un monde qui veut faire de vous autre chose est la plus grande victoire. Pratique 8. Abandonnez l'illusion de la perfection. La quête de perfection peut paralyser le progrès. Martha Graham, célèbre chorégraphe, l'a vécu en 1931. Après des mois à créer des danses, elle ne voyait que les défauts, malgré les éloges. Elle pensait avoir gâché son année. Ce perfectionnisme étouffant touche souvent les talentueux, leurs standards élevés, qui mènent à l'excellence, deviennent une prison. Comme Churchill l'a dit, le perfectionnisme est une forme de paralysie. Nous restons bloqués par la peur d'échouer, de ne pas être assez bon, d'exposer notre travail. Les stoïciens privilégiaient le progrès à la perfection. Épictète enseignait, peut-on éviter les erreurs? Non, mais on peut travailler à les réduire. L'objectif n'est pas d'être irréprochable, mais de s'améliorer chaque jour. Le perfectionnisme n'est pas de l'humilité ou de l'excellence, mais parfois une peur narcissique d'exposer ses failles. Un travail n'est complet que lorsqu'il est livré. Avancer demande le courage d'accepter ses imperfections et de continuer. Accepter que nous ne serons jamais parfaits est libérateur. C'est choisir le progrès plutôt que la paralysie, l'apprentissage plutôt que la stagnation. C'est avoir le courage de commencer, d'achever et de livrer. Grandir, c'est avancer vers l'idéal, pas l'atteindre. Pratique 9. Pratiquez le pardon sans relâche. Le pardon est un cadeau que vous vous faites. Garder une rancune, c'est porter une pierre dans votre poche, supportable au début, écrasante avec le temps. La douleur d'une trahison ou d'une injustice peut être immense, mais la revivre chaque jour en s'y accrochant est pire. Chaque souvenir amer ouvre une blessure que vous infligez vous-même, comme arracher la croûte d'une plaie en guérison. Épictète nous rappelle que le bonheur vient en lâchant ce que nous ne contrôlons pas. La rancune est une prison que vous choisissez d'habiter. Pardonner ne signifie pas excuser l'erreur ou effacer le passé, mais refuser d'être esclave de ce passé. C'est priver autrui du pouvoir de voler votre paix. Attendre des excuses est une prison encore plus cruelle, car vous restez enchaîné à l'amertume en espérant une reconnaissance qui ne viendra peut-être jamais. Le pardon est le seul chemin, car il dépend de vous seul. Il préserve votre paix, votre générosité, votre dignité. Imaginez le pardon comme lâcher une corde que vous tenez depuis trop longtemps. Plus vous la serrez, plus vos mains souffrent. En la lâchant, la légèreté revient. Votre défi pour les 3 prochains jours, choisissez une rancune, petite ou grande. Écrivez la situation et la personne impliquée, puis dites à voix haute, je me libère de ce poids. Gardez ou déchirez la feuille, mais laissez la corde tomber. N'attendez rien d'autrui. La libération commence en vous. Le pardon n'est pas une faveur à l'autre, mais la clé de votre propre liberté. Pratique 10. Tout commence par un changement d'attitude. Sénèque l'a dit, change ton esprit, pas de lieu, car tes faiblesses te suivront partout. Nous croyons souvent que nos problèmes viennent de l'extérieur, l'environnement, les gens, les circonstances.
Mais leur vraie racine réside en nous, dans notre esprit et nos attitudes. Imaginez quelqu'un qui déménage pour trouver paix et ordre, mais transporte ses vieilles habitudes. Le chaos persiste. Pourquoi? Parce que le problème voyage avec lui. Changer de décor sans transformer son esprit, c'est modifier l'arrière-plan d'un film sans toucher au scénario. La fuite semble une solution temporaire, mais elle ne résout rien. Sénèque nous défie, pour échapper à tes problèmes, ne change pas de lieu, deviens une autre personne. Cela ne signifie pas renier votre essence, mais réformer votre état d'esprit. Admettre que le problème peut venir de nous est inconfortable, mais libérateur, car si nous sommes une partie du problème, nous sommes aussi une partie de la solution. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie force réside dans la responsabilité que nous prenons pour nos vies. Cela demande d'agir, revoir nos habitudes, défier nos croyances limitantes, cultiver la résilience. Agir, c'est affronter le changement, même s'il est inconfortable. Fuir, c'est se cacher derrière des distractions réseaux sociaux, travail excessif qui repousse l'inévitable confrontation avec soi-même. Les stoïciens croyaient que le bonheur et la paix naissent du courage d'affronter ses peurs et de grandir. Fuir semble plus facile, mais le vrai voyage commence quand nous transformons notre intérieur. Au lieu de chercher de nouveaux chemins pour s'échapper, construisez un esprit résilient, engagé dans la croissance. Le stoïcisme nous rappelle que le changement ne vient pas du monde, mais de la manière dont nous l'affrontons. La clé d'une vie épanouie est en vous. Si cette vidéo vous a inspiré un nouveau regard, laissez un like, partagez-la et abonnez-vous. N'oubliez pas, le temps ne revient pas, mais la façon dont vous l'utilisez peut transformer votre vie. Merci d'avoir regardé.